Un millionnaire a abandonné sa femme parce qu'elle était trop laide. 10 ans plus tard, il voit quelque chose qui le choque. Le destin a retourné la situation de manière incroyable. Maintenant, il va le regretter comme jamais. Élodie Martin fixait son reflet dans le miroir qui allait du sol au plafond de leur appartement penthouse, ses doigts lissant inconsciemment la robe de créateur qui ne semblait jamais vraiment lui aller. Le tissu, bien qu'exquis, lui paraissait étranger contre sa peau, un peu comme tout le reste dans ce monde dans lequel elle avait épousé Richard Dubois, l'un des avocats d'affaires les plus en vue de Paris, 5 ans auparavant. « Tu vas porter ça ?» La voix derrière elle portait cette note familière de désapprobation qui était devenue la bande-son de son mariage avec Richard Dubois. La main d'Élodie retomba de la robe. Je pensais que la couleur convenait à l'occasion. Sa voix était douce, mais ferme, une voix de professeur habituée à capter l'attention dans les amphithéâtres, maintenant réduite à chercher l'approbation dans sa propre maison. Le reflet de Richard apparut derrière elle dans le miroir. Sa silhouette élancée impeccablement vêtue d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que son salaire mensuel avant leur mariage. Le gala des anciens de la Sorbonne n'est pas une occasion comme les autres, Élodie. C'est là que l'élite de la ville se réunit. Mes collègues seront là avec leurs épouses. La comparaison non dite flottait dans l'air entre eux, leurs épouses, ces femmes parfaitement coiffées, toujours impeccables, qui semblaient sortir tout droit des pages des magazines de mode. Des femmes nées dans ce monde de privilèges, contrairement à Élodie, qui avait dû se battre pour s'élever d'un milieu ouvrier et devenir une professeure de droit respectée. « Je peux changer », proposa Élodie, se tournant déjà vers leur immense dressing, mais le soupir de Richard l'arrêta. « Il n'y a pas le temps. Nous sommes déjà en retard. » Il vérifia sa montre Cartier, un héritage familial qui symbolisait des générations de richesse et d'influence. « Essaie juste de te tenir droite ce soir, et peut-être ne mentionne pas tes dernières recherches sur la justice sociale dans le droit des entreprises. Les de la Roche sont des donateurs majeurs, et leurs opinions sont plutôt traditionnelles. » Élodie sentit la torsion familière dans son estomac, celle qui accompagnait chaque événement social, chaque dîner, chaque gala de charité où elle était censée jouer le rôle de l'épouse d'affaires parfaite. Elle se souvenait d'un temps où Richard trouvait sa passion pour le droit de la justice sociale inspirante, où son passé semblait être une preuve de sa détermination plutôt qu'une source de gêne. Alors qu'ils descendaient dans l'ascenseur vers le hall de leur immeuble de luxe, Élodie capta des fragments de leurs reflets dans les panneaux de laiton poli. Richard, grand et distingué, l'image même de l'avocat prospère, et à côté, de lui elle-même. Elle voyait maintenant ce qu'il voyait, la femme qui ne s'intégrait pas tout à fait, dont l'éducation modeste transparaissait malgré les vêtements coûteux et le maquillage soigné. La voiture les attendait dehors, une Mercedes noire aux vitres teintées. Alors qu'il s'installait à l'arrière, le téléphone de Richard vibra. Élodie observa son visage se transformer en lisant le message, les lignes sévères s'adoucissant, en une expression presque excitée. « Charlotte sera au gala ce soir », annonça-t-il sans lever les yeux de son téléphone. « Elle revient de Paris. » Charlotte de la Roche. Le nom seul suffisait à serrer la poitrine d'Élodie. La fille d'une des plus anciennes familles de Paris, elle avait grandi dans ce monde qu'Élodie essayait encore de comprendre. Chaque fois qu'elle apparaissait lors d'événements sociaux, l'attention de Richard dérivait inévitablement vers elle, attirée par sa grâce naturelle et son pédigré impeccable. Le trajet jusqu'au cercle de la Sorbonne était empli d'un silence pesant, interrompu seulement par le doux ronronnement du moteur et le cliquetis occasionnel des doigts de Richard sur l'écran de son téléphone. Élodie regardait par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient, se remémorant le jour où Richard lui avait fait sa demande. Ils semblaient si différents à l'époque, si captivés par leurs différences, plutôt que gênés par elles. Elle donnait une conférence invitée sur le droit constitutionnel, sa passion pour le sujet illuminant toute la salle. Il avait attendu que les étudiants partent pour s'approcher de son pupitre, impressionnés non pas par ses vêtements de créateur, elle n'en possédait aucun à l'époque, mais par son esprit brillant et sa conviction authentique. Qu'est-ce qui avait changé? Ou cela avait-il toujours été là, ce courant sous-jacent d'insatisfaction, attendant simplement que la nouveauté s'estompe? La voiture s'arrêta devant le bâtiment historique, ses fenêtres baignées d'une lumière chaude. En sortant,
Élodie pouvait déjà entendre le murmure des voix et le tintement des verres à l'intérieur. La main de Richard trouva le bas de son dos. Un geste qui autrefois semblait protecteur, mais qui maintenant ressemblait davantage à une direction, la guidant vers une autre soirée d'humiliation subtile et d'apparence soigneusement orchestrée. « Souviens-toi, chuchota-t-il, alors qu'ils approchèrent de l'entrée, les Delaroche envisagent un don majeur à la fondation du cabinet. Ce soir doit être parfait. Parfait. » Le mot résonna dans l'esprit d'Élodie alors qu'ils gravissaient les marches. Parfait, comme le sourire de porcelaine de Charlotte Delaroche. Parfait comme la vie de toutes ces personnes qui n'avaient jamais su ce que c'était de se battre pour sa place dans le monde. Parfait, comme tout ce qu'Élodie avait passé sa vie à essayer de devenir pour finalement découvrir que certaines formes de perfection ne pouvaient pas être acquises. Il fallait naître avec elles. Le grand salon du cercle de la Sorbonne scintillait de lustres en cristal et de vieil argent. Élodie regarda Richard se fondre sans effort dans un groupe de ses collègues, sa posture se détendant d'une manière qu'elle ne faisait plus à la maison. Elle se tenait légèrement à l'écart, serrant sa flûte de champagne comme un bouclier, observant la danse complexe de l'élite parisienne. « Élodie, ma chère !» La voix était douce comme le miel et tranchante comme une lame. Marguerite Delaroche s'approcha, resplendissante dans une robe de couture, Charlotte flottant à ses côtés comme une vision en blanc. « Tu nous as manqué aux réunions de la Fondation, bien que je suppose que ton emploi du temps académique te garde occupé. » La légère pause avant le dernier mot portait des volumes de sens. Dans ce monde, être occupé par le travail était considéré comme quelque peu déclassé pour une femme du rang supposé d'Élodie. Peu importait qu'elle façonne la prochaine génération d'esprits juridiques. « Maman, ne monopolise pas Élodie. » Le rire de Charlotte tintait comme des carillons coûteux. « Je suis sûr qu'elle fait un travail important. Richard parle toujours si intéressamment de tes recherches. » Élodie força un sourire, notant comment l'attention de Richard s'était immédiatement tournée vers Charlotte. C'était subtil, un léger tour de son corps, une inclinaison inconsciente dans sa direction. Elle avait vu cela se produire. De plus en plus au cours de l'année écoulée, cette attraction gravitationnelle graduelle vers quelqu'un qui représentait tout ce qu'Élodie ne pourrait jamais être. « En fait, je viens de recevoir une subvention pour étudier la responsabilité des entreprises en droit environnemental. » commença Élodie, mais Richard l'interrompit avec fluidité. « Élodie, ma chérie, pourquoi ne nous prendrais-tu pas ?» Des verres frais. Son ton était agréable, mais ses yeux contenaient un avertissement. L'entreprise des Delaroche avait récemment fait face à des manifestations environnementales, un autre fait qu'Élodie était censée feindre. D'ignorer. Alors qu'elle se dirigeait vers le bar, Élodie capta des fragments de conversation qui la suivaient. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait épousé une professeure. Pas de passé à évoquer. Elle fait tant d'efforts, la pauvre. » Le barman lui tendit des coupes de champagne fraîche et Élodie prit un moment pour se ressaisir. Elle trouva un coin tranquille près d'une des hautes fenêtres, observant les lumières de la ville qui se brouillaient à travers le verre antique. Une conversation proche attira son attention. Deux femmes qu'elle reconnaissait d'événements précédents, leur voix portant juste assez pour atteindre ses oreilles. « As-tu entendu parler des spécialistes de la fertilité que Richard consulte ?» Le chuchotement de la première femme était théâtral. Apparemment, ils essaient depuis des années sans succès. Eh bien, avec son passé, qui sait quel problème génétique pourrait être en jeu? La réponse de la deuxième femme dégoulinait de fausses préoccupations. La famille de Charlotte, en revanche, leur lignée est impeccable. La main d'Élodie se resserra autour de la flûte de champagne. Ils avaient essayé d'avoir un enfant, cela était vrai. Mais la cruauté désinvolte de supposer que sa génétique était en cause lui serrait la poitrine. Elle pensa à sa mère, qui avait élevé seule 3 enfants tout en travaillant à 2 emplois, à sa sœur qui était maintenant une chirurgienne accomplie. Leur sang n'était peut-être pas bleu, mais il était fort de détermination et de résilience. Alors qu'elle se retournait pour quitter son coin, elle faillit entrer en collision avec Charlotte, qui se tenait apparemment plus près qu'Élodie ne l'avait réalisé. « Oh, je suis vraiment désolée », s'excusa Charlotte, parfaite, comme tout le reste en elle. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Ces femmes peuvent être si cruelles. Elle posa une main manucurée sur le bras d'Élodie. Tu sais, Richard et moi parlions justement du travail formidable que tu fais à l'université. Il semble si fier.
La pause avant « fière » en disait long à Élodie. Elle plongea son regard dans les yeux de Charlotte et n'y vit pas de méchanceté, mais quelque chose de presque pire, de la pitié mêlée à une pointe de triomphe. « Merci, Charlotte. » La voix d'Élodie était ferme, ses années d'enseignement l'aidant à garder son calme. « Je devrais retrouver mon mari. » Mais en parcourant la pièce du regard, elle vit Richard plongé dans une conversation avec Jean de la Roche, le père de Charlotte. Leurs têtes étaient penchées l'une vers l'autre, et Richard hochait la tête avec une intensité qu'elle reconnaissait de ses négociations d'affaires les plus importantes. Quelque chose dans son expression lui glaça le sang. Plus, tard dans la nuit, alors que leur voiture serpentait dans les rues désertes de Paris, Richard était inhabituellement silencieux. Élodie observait son profil, net sous les lumières des réverbères qui défilaient, et sentait le poids des mots non dits emplir l'espace entre eux. « Les de la Roche m'ont proposé une association dans leur cabinet privé, finit-il par dire, toujours regardant droit devant. Cela signifierait fusionner notre cabinet avec le leur, un pas en avant significatif. » Élodie hocha lentement la tête, comprenant qu'il s'agissait de bien plus que de simples affaires. Et Charlotte, sera-t-elle impliquée dans la fusion aussi? Le silence de Richard en disait long. Quand il se tourna enfin pour la regarder, son expression était un mélange de résignation et de détermination. « Élodie, nous devons parler de notre avenir, de ce qui est le mieux pour nous deux. » Les lumières de la ville continuaient à défiler derrière la vitre, mais Élodie les voyait à peine. Elle sentait déjà le sol se dérober sous ses pieds, la construction minutieuse de sa vie conjugale, commençant à s'effondrer comme un château de sable à marée haute. La lumière du matin inondait les fenêtres du penthouse, projetant de longues ombres sur les sols en marbre. Élodie était assise à leur coin repas sur mesure, son café intact refroidissant. En face d'elle, Richard ajustait sa cravate, ses mouvements délibérés et précis. « J'ai pris rendez-vous avec le docteur Laurent pour la semaine prochaine », annonça-t-il sans croiser son regard. « C'est le meilleur spécialiste de fertilité en Île-de-France. Les de la Roche me l'ont recommandé. » Les doigts d'Élodie se resserrèrent autour de sa tasse de café. « Nous avons déjà vu 3 spécialistes, Richard. Ils ont tous dit la même chose. Nous avons besoin de plus de temps. Le temps n'est pas une ressource dont nous disposons en abondance. » Sa voix portait cette nouvelle froideur qu'elle avait appris à redouter. « J'ai 45 ans, Élodie. Ma position dans la société, les attentes de ma famille. Nous avons besoin d'un héritier. La fusion avec les de la Roche en dépend. » La vérité derrière ces mots planait lourdement dans l'air. Il ne s'agissait pas d'avoir un enfant, mais d'avoir le bon type d'enfant, de la bonne mère. Élodie pensa aux murmures au cercle de la Sorbonne, aux commentaires cinglants sur ses origines, sa génétique. « Je n'irai pas. » Les mots sortirent, plus fermes qu'elle ne l'avait prévu. « Je ne me soumettrai pas à de nouveaux tests, juste pour satisfaire tes ambitions sociales. » La main de Richard s'arrêta sur sa cravate. Un instant, elle entrevit l'homme dont elle était tombée amoureuse, incertain, vulnérable. Mais cette image disparut aussi vite qu'elle était apparue. « Ce n'est pas une demande, Élodie. » Il prit sa mallette. « Le rendez-vous est mardi à 14 heures. J'ai déjà libéré ton emploi du temps avec l'université. » Élodie se leva si vite que sa chaise gratta le sol. « Tu as fait quoi ?»« J'ai appelé le doyen Moreau. Il comprend que les obligations familiales doivent parfois passer avant les engagements académiques. » Le ton de Richard était exaspérément raisonnable. « Tes recherches peuvent attendre. »« Mes recherches ?» La voix d'Élodie tremblait, chargée d'une colère à peine contenue. « Tu veux dire mon enquête sur les violations environnementales des entreprises, les mêmes violations dont la société de la Roche est actuellement accusée ?» Le visage de Richard se durcit. « C'est exactement le genre de conversation qui complique les choses dans notre cercle. Tu dois apprendre quand te taire. »« Comme Charlotte ?» Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. « C'est pour ça que tu la retrouves à déjeuner tous les jeudis ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. L'expression de Richard passa de la surprise à quelque chose de proche du soulagement, comme s'il attendait cette confrontation. « Charlotte comprend notre monde, » dit-il enfin. « Elle y est née, élevée pour en naviguer les complexités. Elle n'essaie pas de le changer ou de le défier à chaque instant. » Élodie sentit une étrange sérénité l'envahir. « Depuis combien de temps ?»« Quoi ? Depuis combien de temps prévois-tu de me quitter pour elle ?» Richard posa sa mallette sur le comptoir avec un soin délibéré. « Ce n'est pas si simple. La fusion, les attentes familiales, ton
incapacité à t'adapter, tout est lié. Réponds à la question, Richard. Il se redressa, passant pleinement en mode avocat. Les Delaroche m'ont approché il y a 3 mois. La fusion ferait de nous le cabinet d'avocats le plus puissant de la région parisienne. Jean a été clair sur l'importance des relations familiales pour eux. Charlotte et moi, nous formons un duo logique. Élodie rit, un son creux qui résonna contre les murs luxueux. Et notre mariage alors? Est-ce que ça reste logique? Chacun soit raisonnable, Élodie. Tu n'as jamais été heureuse dans ce monde. Tu te bats contre tout ce qu'il représente. Les galas de charité t'ennuient, les obligations sociales te semblent être des chaînes, et tu insistes pour poursuivre. Des recherches qui gênent nos amis et associés. Tu veux dire des recherches qui révèlent la vérité? La vérité. Le rire de Richard était amer. La vérité, c'est que j'ai passé 5 ans à essayer de t'aider à t'intégrer. 5 ans à te voir lutter avec les plus simples convenances sociales. 5 ans à justifier ton passé, tes opinions controversées, ta passion déplacée pour des causes qui mettent nos amis mal à l'aise. Chaque mot frappait Élodie comme un coup physique, mais elle resta debout. Des années d'enseignement lui avaient appris à garder son sang-froid sous pression. Je vois. Elle prit une lente gorgée de son café froid. Et je suppose que Charlotte ne met jamais personne mal à l'aise. Charlotte a été élevée pour être l'épouse d'entreprise parfaite. Elle comprend la discrétion, les obligations sociales, l'importance des apparences. Elle est plus jolie que moi, acheva Élodie pour lui. N'est-ce pas ce que tu veux vraiment dire? Plus élégante, plus raffinée, plus appropriée à ton image? Richard eut la décence de paraître mal à l'aise. L'attraction physique fait partie du mariage, Élodie. Tu n'as jamais fait d'effort pour améliorer ton apparence. Les vêtements que je t'achète ne te vont jamais vraiment bien. Tes cheveux sont toujours coiffés de cette manière sévère et académique, et tu refuses de considérer les procédures qui pourraient t'aider à paraître plus comme Charlotte, plus comme une épouse devrait paraître. Il reprit sa mallette. La voiture vous attend. Le bureau du docteur Laurent vous appellera pour les détails de votre rendez-vous. Ne compliquez pas les choses inutilement. Alors qu'il atteignait la porte, Élodie l'interpella. « Richard ?» Il s'arrêta, la main sur la poignée. « Quand tu épouseras Charlotte, souviens-toi de cette conversation. Souviens-toi du moment où tu as prouvé que tout ton discours sur l'amour et l'acceptation n'était qu'un autre argument juridique. » La porte se referma derrière lui avec un léger clic, laissant Élodie seule dans leur appartement, parfait, entourée des attributs d'un monde qui ne l'avait jamais vraiment accepté. Elle se dirigea vers la fenêtre, contemplant la skyline de Paris qui semblait si prometteuse lorsqu'ils avaient emménagé. Son reflet dans la vitre la fixait, une femme à la croisée des chemins. Richard avait raison sur un point, elle n'avait jamais vraiment trouvé sa place dans son monde. Mais peut-être que cela avait été son salut depuis le début. Élodie passa la semaine suivante dans un tourbillon d'activités, pendant que Richard séjournait à l'hôtel Ritz, invoquant le besoin d'espace pour réfléchir, elle démantela méthodiquement leur vie commune. Chaque robe de créateur qu'il lui avait achetée fut mise dans un carton de don. Chaque bijou qu'il lui avait offert pour la rendre plus présentable fut catalogué pour être rendu. Elle ne garda que ce qu'elle avait gagné par elle-même, ses livres, ses recherches, sa dignité. L'université devint son sanctuaire. Dans les couloirs familiers de la faculté de droit, entourée d'étudiants qui valorisaient son esprit plus que son apparence, Élodie trouva la force de faire face à ce qui l'attendait. Ses collègues remarquèrent le changement en elle, une détermination nouvelle, une lumière intense dans ses yeux qui avait été voilée par des années de critiques subtiles. « Professeur Martin ?» Sophie Chen, l'une de ses étudiantes les plus brillantes, s'attarda après un cours. « Je voulais juste dire, votre cours sur la responsabilité des entreprises aujourd'hui était incroyable. La façon dont vous avez lié le droit environnemental à la justice sociale. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'étudier le droit. » Élodie sentit quelque chose de chaud éclore dans sa poitrine, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le statut social ou l'apparence. « Merci, Sophie. Parfois, nous avons besoin qu'on nous rappelle pourquoi nous avons choisi cette voie. » Ce soir-là, au lieu de retourner au penthouse vide, Élodie se rendit à son café préféré près du campus, un endroit où Richard ne mettrait jamais les pieds, avec son mobilier disparate et ses œuvres d'art locales au mur. Alors qu'elle s'installait dans un fauteuil usé avec son latte, son téléphone vibra, avec un message de Marguerite, la sœur de Richard. «
Je viens d'apprendre pour Charlotte. Je suis vraiment désolé, Élodie. J'ai toujours pensé que tu étais trop bien pour notre monde de toute façon. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » C'était donc officiel. La machine, Arago, était déjà en marche. Élodie pouvait imaginer les conversations qui se déroulèrent dans les clubs et restaurants exclusifs de Paris. Pauvre Richard Dubois, piégé dans un mariage avec cette petite professeure si ordinaire. Quelle chance que Charlotte de la Roche soit là pour le sauver d'une union aussi malheureuse. Son téléphone vibra à nouveau. Un email du bureau du docteur Laurent confirmant son rendez-vous pour la semaine suivante. D'une main ferme, Élodie tapota une réponse. « Veuillez annuler mon rendez-vous. Le docteur Dubois devra poursuivre les tests de fertilité avec sa future épouse. » Alors qu'elle appuyait sur « Envoyer », un autre email arriva. Celui-ci la fit se redresser, faillit renverser son café. Il provenait de la revue de droite environnementale, acceptant son dernier article pour publication. Le même article que Richard avait jugé trop controversé, trop antagoniste envers leur cercle social. Le timing était parfait, presque poétique. Alors que Richard planifiait sa nouvelle vie avec Charlotte, les recherches d'Élodie révéleraient les violations environnementales que l'entreprise des de la Roche tentait de dissimuler. Elle n'avait pas prévu les choses ainsi, mais parfois, la justice suivait son propre calendrier. « Professeur Martin ?» Une voix interrompit ses pensées. Elle leva les yeux pour voir Jacques Dupont, un collègue du département de droit environnemental. « J'espère ne pas vous déranger, mais je viens d'apprendre que votre article a été accepté. Cela pourrait tout changer dans notre approche de la responsabilité des entreprises. » Élodie désigna la chaise vide en face d'elle. « Joignez-vous à moi? J'aurais bien besoin d'un visage amical aujourd'hui. » Jacques s'assit, ses yeux bienveillants scrutant son apparence. « J'ai entendu des rumeurs. À propos de Richard et Charlotte de la Roche, les cercles académiques ne sont pas à l'abri des ragots, malheureusement. »« C'est bon ?» répondit Élodie, surprise de le penser vraiment. « Richard me rend service, en réalité. Il me libère pour que je sois qui je suis vraiment, pas celle qu'il voulait que je sois. »« Et qui est-ce » demanda Jacques doucement. Élodie regarda autour d'elle dans le café, les étudiants penchés sur leurs ordinateurs, les jeunes artistes dessinant dans leurs carnets, les militants planifiant leur prochaine campagne. C'était son monde, désordonné, passionné, réel. Quelqu'un qui n'a pas besoin de s'excuser de se soucier plus de la justice que du statut social, répondit-elle. Quelqu'un qui n'a pas à prétendre que la destruction environnementale est acceptable simplement parce qu'elle est rentable. Jacques hocha la tête, la compréhension dans ses yeux. Vous savez que le département vous soutiendra entièrement. Votre recherche est trop importante pour être réduite au silence par les intérêts des entreprises. Même si ces intérêts appartiennent à la nouvelle famille de mon futur ex-mari. Surtout dans ce cas. Jacques sortit son ordinateur portable. En fait, j'ai travaillé sur quelque chose qui pourrait vous intéresser. Nous avons découvert des schémas inquiétants dans les violations environnementales des entreprises à travers la Nouvelle-Angleterre. L'entreprise de la Roche n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pendant l'heure qui suivit, ils examinèrent des données et des précédents juridiques. Élodie se sentait plus vivante que depuis des années, son esprit pleinement engagé dans un travail qui avait du sens. Elle ne remarqua pas les vêtements coûteux qu'elle ne portait pas, ni ne s'inquiéta de sa coiffure qui perdait son allure professionnelle. Alors que le café commençait à fermer, Jacques l'aida à rassembler ses documents. « Élodie » hésita-t-il avant de poursuivre, « vous devez savoir que vous n'avez jamais eu besoin d'amélioration. Vous êtes brillante et belle, telle que vous êtes. » Le compliment était si différent des éloges soigneusement mesurés de Richard, si libre de conditions et d'attentes, qu'Élodie sentit des larmes lui piquer les yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou d'humiliation, c'étaient des larmes de libération. En rentrant chez elle, dans l'air frais, du soir, Élodie prit une décision. Elle n'irait pas à son rendez-vous avec le docteur Laurent. À la place, elle prendrait rendez-vous avec un autre type de professionnel, un avocat spécialisé en divorce recommandé par ses collègues de l'université, quelqu'un qui ne serait pas intimidé par les connexions Dubois-Laroche. Le cabinet de Patricia Dubois n'avait pas les sols en marbre, ni les lustres en cristal qui ornaient celui de Richard. À la place, il était meublé de fauteuils en cuir usé et d'étagères débordantes de livres, un endroit où le vrai travail se faisait. Élodie s'assit face à Patricia, une femme redoutable dans la soixantaine, qui avait passé sa carrière à défendre les opprimés. « Alors »
dit Patricia, en parcourant les documents étalés sur son bureau. Richard Dubois veut un divorce, rapide et discret. Il propose un règlement généreux en échange de votre discrétion et de votre démission de l'université. Le dos d'Élodie se raidit. Ma démission? Apparemment, vos recherches sur les violations environnementales des entreprises rendent une certaine partie mal à l'aise. Les yeux de Patricia pétillaient d'un amusement à peine dissimulé. Les Laroche sont particulièrement préoccupés par la publication imminente de votre article. Je n'arrêterai pas mes recherches, déclara Élodie, la voix ferme, et je ne démissionnerai certainement pas. Bien. Patricia referma le dossier d'un claquement satisfait. Parce que j'ai des informations intéressantes sur l'entreprise Laroche qui pourraient nous aider à négocier un règlement plus équitable. Pendant l'heure qui suivit, Patricia détailla une stratégie qui rendit Élodie reconnaissante d'avoir choisi une combattante comme avocate. Ils utiliseraient l'empressement de Richard à épouser Charlotte contre lui, exploitant son désir d'une résolution rapide pour sécuriser la position d'Élodie à l'université et son droit de poursuivre ses recherches. Une dernière chose, ajouta Patricia alors qu'Élodie se levait pour partir. J'ai pris la liberté de consulter le docteur Sophie Laurent. C'est une spécialiste en fertilité qui n'a aucun lien avec la famille de Laroche. Élodie se laissa tomber dans son fauteuil. Je ne vois pas en quoi c'est pertinent maintenant. Oh, mais ça l'est. Patricia sortit un autre dossier. Le docteur Laurent a examiné vos résultats de tests précédents. Élodie, il n'y a aucun problème avec votre fertilité. En fait, vos résultats sont exceptionnellement bons pour une femme de votre âge. Les implications de cette information frappèrent Élodie comme une force physique. Toutes ces années de reproches, de sous-entendus sur son insuffisance. Vous êtes en train de dire que... Je dis que s'il y avait des problèmes de fertilité dans votre mariage, ils ne venaient pas de vous. L'expression de Patricia était douce mais déterminée. Et vu l'empressement de Richard à épouser Charlotte, je soupçonne qu'il le sait. En sortant du bureau de Patricia, Élodie se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le soleil printanier de Paris semblait plus éclatant, l'air plus pur. Elle vérifia son téléphone et trouva 3 appels manqués de Richard et un message. « Les avocats des de Laroche veulent nous rencontrer. Arrête de m'ignorer. » Au lieu de répondre, elle se dirigea vers le campus pour son cours de l'après-midi. L'amphithéâtre était bondé. La rumeur de son prochain article s'était répandue et des étudiants d'autres départements s'étaient joints à l'assistance. Alors qu'elle commençait sa conférence sur la responsabilité des entreprises, elle remarqua Jacques Dupont qui s'installait discrètement au dernier rang. « Le droit ne se résume pas à la jurisprudence et à la procédure, » dit-elle à ses étudiants, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de la salle. « Il s'agit de justice, de défendre ce qui est juste, surtout lorsque, et particulièrement, lorsque ceux qui détiennent le pouvoir préféreraient que nous restions silencieux. » Les étudiants étaient suspendus à ses lèvres, prenant des notes frénétiquement. Élodie aperçut son reflet dans la vitre. Non pas la femme insuffisante que Richard avait tenté de modeler, mais une professionnelle forte et passionnée, commandant le respect par son expertise et sa conviction. Après le cours, Jacques s'approcha de son pupitre. « Une conférence puissante. Les étudiants parlent beaucoup de votre prochain article. Les de Laroche veulent que je démissionne, » lui dit-elle en rangeant ses notes. « Ils ont proposé un arrangement. » L'expression de Jacques s'assombrit. « Ils ont peur. Nos recherches sont solides, Élodie. Ce que nous avons découvert sur leurs violations environnementales, cela pourrait tout changer. » Richard croyait autrefois en la justice, murmura Élodie, se remémorant l'homme qui avait été un jour captivé par sa passion pour le droit, avant qu'il ne se laisse séduire par le pouvoir et le statut. « Les gens finissent par montrer leur vrai visage, » répondit Jacques. En parlant de ça, il hésita, puis sortit son téléphone. « Tu devrais peut-être voir ça. » C'était un article de la rubrique mondaine, mettant en scène Richard et Charlotte lors d'un gala de charité la veille. Ils semblaient en parfait ensemble, le couple en or de Paris. Mais l'œil exercé d'Élodie remarqua quelque chose dans l'expression de Richard, une tension autour de ses yeux, un sourire forcé. Ils annonceront leur fiançailles la semaine prochaine, dit Jacques avec douceur. J'ai pensé que tu devrais le savoir. Élodie lui rendit le téléphone, surprise par son propre manque de douleur. Tant mieux, qu'ils aient leur mariage parfait en société.
J'ai des choses bien plus importantes à faire. » Comme si c'était prévu, son téléphone vibra avec un email de la revue de droit environnemental. Il voulait accélérer la publication de son article dans le prochain numéro. Les preuves qu'elle et Jacques avaient rassemblées étaient trop importantes pour être retardées. Ce soir-là, Élodie déménagea enfin du penthouse. Elle avait trouvé un charmant appartement près de l'université, avec des baies vitrées et des étagères intégrées. Alors qu'elle rangeait ses livres et ses documents de recherche, les disposant dans son nouveau chez-soi, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message différent, du cabinet du docteur Sophie Laurent, confirmant son rendez-vous pour la semaine suivante. Élodie avait pris cette décision sur un coup de tête, mais cela lui semblait juste. Elle méritait de connaître la vérité sur son propre corps, ses propres possibilités, libérée de la manipulation de Richard et de l'influence des deux, Laroche. En regardant autour d'elle dans son nouvel appartement, Élodie ressentit une vague d'excitation. Cet espace était vraiment le sien. Pas de meubles de designer, pas d'œuvres d'art convenables, juste des livres, des papiers et du potentiel. Sur son bureau, son ordinateur affichait le brouillon de son article qui exposerait les violations de la société de Laroche. À côté se trouvait l'accord de divorce préliminaire de Patricia Dubois, protégeant son droit de poursuivre ses recherches. Pour la première fois depuis des années, Élodie était exactement là où elle voulait être. Non pas en train d'essayer de s'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre, mais en train de créer le sien. Le service juridique de la Société de Laroche occupait le dernier étage d'une tour étincelante dans le centre de Paris. Élodie était assise aux côtés de Patricia Dubois, observant Richard et son équipe d'avocats manipuler des documents et chuchoter entre eux. Charlotte était assise à côté de Richard, sa posture parfaite et son expression soigneusement composée contrastant fortement avec la confiance détendue d'Élodie. « Soyons clairs, » commença Patricia, sa voix tranchant la tension artificielle. « Ma cliente n'a aucune intention de démissionner de son poste à l'université. Ses recherches sont protégées par la liberté académique et plusieurs lois fédérales. » L'avocat principal de Richard, un homme qui semblait n'avoir jamais mis les pieds dans un véritable tribunal, s'éclaircit la gorge. L'offre de règlement est plus que généreuse. Professeur Martin serait largement compensé pour tout ajustement de carrière. Vous voulez dire mon silence? Élodie prit la parole pour la première fois, faisant sursauter légèrement « Richard, combien la société Richardson est-elle prête à payer pour étouffer ces violations environnementales ?» La main parfaitement manucurée de Charlotte se resserra sur le bras de Richard. « Ce n'est guère un sujet approprié pour un règlement de divorce, » intervint-elle, la voix douce comme le miel. « Oh, je pense que c'est tout à fait approprié, » rétorqua Patricia, sortant un dossier épais, surtout compte tenu du timing de cette situation inhabituelle. Un homme marié qui se précipite pour divorcer de sa femme juste au moment où elle s'apprête à publier des recherches compromettantes pour l'entreprise familiale de sa nouvelle fiancée. La presse en ferait ses choux gras. Le visage de Richard s'assombrit. « Me faites-vous des menaces ?»« Pas du tout, » répondit Élodie calmement. « Je souligne simplement que les actions ont des conséquences, quelque chose que votre nouvelle famille pourrait vouloir considérer. » La réunion se détériora rapidement après cela. Les avocats de Richard se regroupèrent dans les coins, passant des appels précipités. La parfaite contenance de Charlotte se fissura juste assez pour laisser transparaître l'inquiétude. Élodie resta assise tranquillement, observant le chaos qu'elle avait involontairement créé en refusant de reculer. Plus tard dans l'après-midi, Élodie était assise dans le bureau du docteur Sophie Laurent, analysant les résultats de ses derniers tests. Les paroles du médecin confirmèrent ce que Patricia avait découvert. Élodie était parfaitement capable d'avoir des enfants. En fait, ses niveaux de fertilité étaient exceptionnels. Il n'y a absolument aucune raison médicale pour laquelle vous ne pourriez pas concevoir, expliqua le docteur Laurent, ses yeux bienveillants fixés sur Élodie. Si cela vous intéresse, nous pourrions discuter de vos options pour l'avenir. Élodie pensa aux années de reproches, aux allusions subtiles sur son incompétence, à la manière dont Richard l'avait fait se sentir défectueuse. « Oui, » dit-elle finalement, « j'aimerais connaître mes options. » En quittant le bureau du médecin, Élodie traversa le jardin des Tuileries, observant les familles profiter de l'après-midi printanier. Son téléphone vibra avec un message de Jacques. « Réunion d'urgence au département. La société Richardson a déposé une plainte contre vos recherches.
bureau du doyen, dans 30 minutes. L'embuscade était exactement ce à quoi Élodie s'attendait. Lorsqu'elle arriva au bureau du doyen, elle trouva non seulement les chefs de département, mais aussi Jean de la Roche lui-même, accompagné de 2 membres du conseil d'administration de l'université. « Professeur Martin », commença le NIA. Doyen Moreau visiblement mal à l'aise. « Nous avons reçu des allégations préoccupantes concernant votre méthodologie de recherche. »« Ma méthodologie est solide », interrompit Élodie, sortant ses dossiers. « Chaque source est documentée, chaque conclusion étayée par des preuves que la société de la Roche préférerait garder enterrées. » Jean de la Roche s'avança, sa stature imposante destinée à intimider. « Jeune femme, vous ne comprenez manifestement pas les implications de ce que vous faites. La famille de la Roche est fière de soutenir cette université depuis des générations. Alors vous devriez être fière de notre engagement envers l'intégrité académique, » répondit Élodie, soutenant son regard. « Ou votre soutien est-il conditionnel ?» La réunion dura 2 heures. Élodie présenta ses recherches, défendit sa méthodologie et tint bon. Jacques fournit des documents supplémentaires, son soutien discret, renforçant sa détermination. À la fin, même les membres du conseil s'agitaient sur leur siège, conscients qu'ils assistaient à quelque chose d'inédit. « L'article sera publié », déclara finalement le doyen Moreau, ignorant le mécontentement évident de Jean de la Roche. L'université soutient la liberté académique du professeur Martin. Alors qu'Élodie rangeait ses affaires, elle entendit Jean de la Roche au téléphone. Elle ne recule pas. « Non, Richard, les menaces ne fonctionneront pas. Cela pourrait poser problème. » Ce soir-là, Élodie reçut une visite inattendue dans son nouvel appartement. Marguerite, la sœur de Richard, se tenait à sa porte, une bouteille de vin à la main et une expression mêlant culpabilité et détermination. « Je devais te dire quelque chose, » dit Marguerite alors qu'Élodie l'invitait à entrer. « À propos de Richard et des problèmes de fertilité, à propos de ce que j'ai entendu au domaine familial le Noël dernier. » Pendant que Marguerite parlait, Élodie sentit les dernières pièces du puzzle de son mariage s'emboîter. La vérité était à la fois plus simple et plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé, et cela changerait tout, pas seulement pour elle, mais aussi pour la nouvelle vie soigneusement construite de Richard avec Charlotte. En regardant par la fenêtre de son salon le soleil couchant, Élodie réalisa que cela ne la concernait plus seulement elle. Il s'agissait de vérité, de justice et du courage de défendre ce qui est juste. L'article qu'elle publierait ferait plus qu'exposer les violations d'une entreprise. Il révélerait la pourriture au cœur d'un système qui privilégie les apparences à la substance, la richesse à l'intégrité. Les mains de Marguerite tremblaient légèrement alors qu'elle versait le vin. La lumière du soir filtrait à travers les fenêtres d'Élodie, projetant de longues ombres sur le sol de son salon. Le contraste entre cet espace chaleureux et le luxe austère du domaine familial des Dubois ne pouvait être plus frappant. « J'aurais dû te dire cela plus tôt, » commença Marguerite, sa voix chargée de regret. « Mais Richard, c'est mon frère. Je voulais croire qu'il ferait ce qu'il faut. » Élodie s'installa dans son fauteuil de lecture préféré, observant attentivement son ancienne belle-sœur. « Qu'est-ce qui a changé ?»« Charlotte !» Les lèvres de Marguerite se tordirent en un sourire amer. « Elle n'est pas ce qu'elle paraît, Élodie. Rien de tout cela n'est ce qu'il semble. » Au cours de l'heure suivante, Marguerite révéla une histoire qui rendit l'exposé académique d'Élodie presque anodin en comparaison. Le Noël dernier, elle avait surpris une conversation entre Richard et leur père dans la propriété familiale. Richard discutait des résultats de son propre test de fertilité, des résultats qu'il avait reçus des années auparavant, bien avant qu'il ne commence à blâmer Élodie pour leur incapacité à concevoir. « Il est stérile, Élodie, » dit Marguerite calmement. « Depuis une maladie d'enfance. Les médecins lui ont dit qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant naturellement. Nos parents ont gardé cela secret. Tu sais à quel point les apparences sont importantes pour eux. » L'esprit d'Élodie revint en arrière, parcourant des années d'accusations subtiles et de visites chez le médecin soigneusement orchestrées. Il savait. Tout ce temps, il savait. Marguerite hocha la tête, prenant une longue gorgée de vin. Mais ce n'est pas tout. La fusion des de la Roche, ce n'est pas ce que tout le monde croit. L'entreprise est en difficulté, de sérieuses difficultés. Tes recherches ne font pas qu'exposer des violations environnementales. Tu découvres la pointe d'un iceberg qui pourrait couler les 2 familles. Et Charlotte? Est-elle au courant de l'état de Richard? Oh, elle sait tout.
Le rire de Marguerite était creux. C'est pour ça qu'elle est parfaite pour leur plan. Elle ne veut pas d'enfant, elle n'en a jamais voulu. Ce qu'elle veut, c'est le pouvoir, la position et la capacité de maintenir son style de vie quand tout s'effondrera. Élodie se leva, marchant vers son bureau où des brouillons de son article de recherche étaient éparpillés. Les violations environnementales, elles cachent quelque chose de plus grand, n'est-ce pas? Bien plus grand. Les Delaroche ont utilisé des comptes offshore pour dissimuler des pertes massives. La fusion avec l'entreprise de Richard ne vise pas à s'étendre. C'est pour avoir accès à des clients corporatifs de haut niveau pour... Marguerite marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Une gestion financière créative. Richard comprend-il dans quoi il s'engage? Je pense qu'il est si désespéré de maintenir sa position dans la société qu'il est prêt à ignorer les implications. Marguerite sortit son téléphone, ouvrant une série d'emails qu'elle s'était envoyés. Mais il y a autre chose que tu devrais voir. Les emails étaient échangés entre Charlotte et divers membres du conseil d'administration des Delaroche. Ils ont détaillé les plans pour après la fusion. Des plans qui excluaient notablement Richard des décisions clés et positionnaient Charlotte comme la principale liaison entre les familles. Elle le manipule, réalisa Élodie, les pièces du puzzle s'assemblant. Une fois la fusion achevée et le mariage officialisé, Richard devient une figure de proue, acheva Marguerite. Le nom des Dubois leur donne une légitimité, mais Charlotte et sa famille détiendront le vrai pouvoir. Et quand le scandale éclatera, parce qu'il éclatera, Élodie, Richard sera le bouc émissaire parfait. Élodie se renversa dans son fauteuil, digérant ces informations. Ses recherches s'étaient concentrées sur les violations environnementales, mais maintenant, elle voyait comment ces violations étaient liées à un schéma plus large de malversation corporative. La société Delaroche ne se contentait pas de contourner les régulations environnementales. Elles utilisaient ces violations pour dissimuler des irrégularités financières plus profondes. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» demanda finalement Élodie. L'expression de Marguerite s'adoucit. « Parce que tu es la seule qui a toujours vraiment tenu à la justice plus qu'aux apparences. Et parce que... » Elle hésita, puis continua. « J'ai vu ce que les mensonges de Richard t'ont fait. Comment il a essayé de te faire douter de toi, de ta valeur, de ta capacité à avoir des enfants. Tu mérites de connaître la vérité. » Un coup à la porte les interrompit. Jacques se tenait là, tenant une pile de documents et arborant une expression d'excitation à peine contenue. « Élodie, désolé de t'interrompre, mais tu dois voir ça, » dit-il, hochant poliment la tête à Marguerite. « Nous avons trouvé quelque chose dans les rapports des filiales de la Société Delaroche, quelque chose qui se connecte directement aux données environnementales que nous suivons. » Élodie l'invita à entrer, le regardant étaler les documents sur sa table basse. Marguerite se pencha en avant, sa formation juridique lui permettant de saisir rapidement les implications de ce qu'elle voyait. Ces sociétés écrans, elle pointa une série de noms. Elles correspondent à celles que j'ai trouvées dans les archives familiales. Jacques regarda alternativement les deux femmes. « Vous étiez déjà au courant ?» Marguerite a mené sa propre enquête, expliqua Élodie. « Jacques, ce sur quoi nous travaillons, c'est plus important que nous le pensions. Les violations environnementales ne sont qu'une couverture pour quelque chose de bien plus grave. » Alors que la nuit s'approfondissait, les trois d'entre eux assemblèrent les pièces d'un puzzle qui allait secouer le monde social et financier de Paris jusqu'à ses fondations. Les recherches d'Élodie avaient involontairement tiré un fil qui dénouait une tapisserie de fraude corporative, de manipulation sociale et de trahison personnelle. En regardant ses notes, Élodie ressentit une vague de justification. Richard avait essayé de la réduire au silence, de lui faire douter de sa valeur, de la forcer à entrer dans un moule qui ne lui convenait pas. Au lieu de cela, il l'avait libérée pour devenir exactement celle qu'elle devait être, une personne assez forte pour s'opposer à la corruption au cœur de son monde parfait. Le titre du Monde résonna sur la table du petit déjeuner d'Élodie. Violations environnementales chez La Roche-Corps liées à des irrégularités financières. Son article avait été publié dans la revue de droit environnemental la veille et déjà les médias grand public s'emparèrent de l'histoire. Son téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis l'aube. Des collègues, des journalistes, même d'anciens étudiants, cherchaient à obtenir des commentaires. Mais c'était le message de Charlotte qui avait retenu son attention. « Nous devons parler, seuls. » Élodie montra le message à Jacques,
qui était passé avec du café et des bagels pour célébrer la publication de l'article. « T'as un piège », dit-il immédiatement. « Ils sont désespérés de contenir ça. » Ou peut-être qu'elle a réalisé qu'elle est sur un navire en train de couler, murmura Élodie, se souvenant des révélations de Marguerite. Elle tapota une réponse rapide à Charlotte. « Le jardin public, midi, près des bateaux-cygnes. » La matinée passa dans un tourbillon d'activités. Le directeur de son département convoqua une réunion d'urgence du corps enseignant pour discuter de l'attention médiatique. Le service de presse de l'université était submergé de demandes d'interview. À travers tout cela, Élodie garda son calme, des années d'enseignement lui ayant appris à gérer la pression avec grâce. À midi, elle aperçut Charlotte assise avec raideur sur un banc près des bateaux-cygnes. La façade habituelle de l'épouse parfaite de la haute société avait disparu. À la place, Charlotte semblait fatiguée, inquiète et indéniablement en colère. « Tu as tout ruiné, dit-elle sans préambule alors qu'Élodie s'asseyait. « J'ai publié la vérité, répondit Élodie calmement. Si ça ruine vos plans, peut-être qu'ils avaient besoin d'être ruinés. » Le rire de Charlotte était cassant. « La vérité? Tu n'en connais pas la moitié, Richard. Il n'est pas celui que tu crois, celui que nous croyons tous. Tu veux dire à propos de son infertilité ?» Élodie observa le visage parfaitement maquillé de Charlotte s'illuminer de surprise. « Ou à propos de la façon dont ta famille prévoyait de l'utiliser comme bouc émissaire quand vos combines financières s'effondreraient ?» Pour la première fois depuis qu'Élodie la connaissait, Charlotte était sans voix. « Comment as-tu... » »« Peu importe comment je le sais. Ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant. » Élodie sortit un dossier qu'elle avait apporté. Ces documents montrent un schéma de manipulation financière remontant à des années. Les violations environnementales n'étaient qu'un écran de fumée pour quelque chose de bien plus grand. Les mains de Charlotte tremblaient maintenant. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. Ma famille... Nous ne sommes pas seulement riches, nous sommes puissants. Nous pouvons rendre ta vie très difficile. Plus difficile que de se sentir sans valeur, que d'être accusé pour quelque chose qui n'a jamais été de ma faute. » La voix d'Élodie était ferme. « Je n'ai plus peur, Charlotte, et je ne pense pas que tu devrais avoir peur non plus. » La posture parfaite de Charlotte s'affaissa légèrement. « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire que quand tout cela éclatera, et ça éclatera, tu voudras être du bon côté de l'histoire. Richard prévoit de t'utiliser, tout, comme ta famille prévoyait de l'utiliser. La différence, c'est que je t'offre une chance de réparer les choses. » Leur conversation fut interrompue par une agitation près de l'entrée du parc. Richard marchait vers eux, le visage déformé par la fureur. Derrière lui, des journalistes et photographes se précipitaient pour le suivre. « Qu'as-tu fait ?» exigea-t-il en atteignant leur banc. Les clients du cabinet paniquent. Le conseil des Delaroche demande une réunion d'urgence. « J'ai publié mes recherches ?» dit Élodie en se levant pour lui faire face. « Comme je l'ai toujours dit. La vérité sur les violations environnementales, sur les comptes offshore, sur tout. » Le visage de Richard pâlit. « Tu ne peux pas prouver tout ça. » « En fait, elle le peut. » La voix de Charlotte était calme, mais claire. « Et moi aussi. » Richard se tourna brusquement vers sa fiancée. « De quoi parles-tu ?»« J'ai gardé des copies, » dit Charlotte, sa voix devenant plus forte. « De tout. Chaque email, chaque transaction, chaque conversation sur ton utilisation comme bouc émissaire quand tout irait mal. J'ai tout gardé, Richard. Parce que contrairement à toi, je comprends que le vrai pouvoir vient de la connaissance, pas des apparences. » Les journalistes se rapprochaient, leurs appareils photo cliquetant. Élodie vit le moment exact où Richard réalisa que son monde soigneusement construit s'effondrait. Son visage, autrefois si beau et assuré, sembla vieillir de plusieurs années en quelques secondes. « Charlotte, » supplia-t-il, « réfléchis à ce que tu dis. Pense à notre avenir. » « Notre avenir ?» Charlotte se leva, essuyant une poussière imaginaire sur sa robe de créateur. « Notre avenir n'aurait jamais eu lieu, Richard. Tu ne peux pas me donner d'enfant, tu te souviens? Tout comme tu n'as pas pu en donner à Élodie. Mais contrairement à elle, je n'en ai jamais voulu. Je voulais juste ton nom, tes relations, jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. » Les journalistes étaient maintenant à portée de voix. Élodie observa l'effondrement en temps réel du monde de Richard, ses rêves de perfection sociale brisés sous le poids de trop de mensonges. Alors que le chaos éclatait autour d'eux, Élodie rassembla tranquillement ses affaires et commença à s'éloigner. Elle avait fait ce qu'elle devait faire, exposer la vérité,
laver son nom et rétablir les faits. Le reste se déroulerait sans elle. « Élodie !» La voix de Richard la rattrapa désormais désespérée. « S'il te plaît, je peux expliquer. » Mais Élodie continua de marcher, la tête haute, laissant derrière elle l'homme qui avait tenté de la rabaisser et le monde qui n'avait jamais vraiment été le sien. Devant elle s'étendait son propre chemin, un chemin construit sur la vérité, la justice et la force qu'elle avait trouvée en défendant ce qui était juste. Les semaines qui suivirent l'affrontement du jardin public transformèrent le paysage social de Paris. Les actions de la Société de la Roche chutèrent en flèche alors que les enquêtes révélaient l'étendue de leur malversation financière. Le prestigieux cabinet d'avocats de Richard s'effondra du jour au lendemain, les clients fuyant en masse. La façade soigneusement construite du pouvoir et du prestige s'effrita comme un château de sable sous la marée montante. Élodie observa tout cela depuis la distance paisible de son bureau universitaire, où une autre transformation était en cours. Son article l'avait propulsée au rang de héroïne inattendue dans les cercles académiques. Des universités à travers le pays l'appelaient pour des invitations à des conférences, et ses cours de droit environnemental étaient désormais systématiquement complets. « Professeur Martin ?» Sophie Chen frappa à la porte de son bureau un après-midi. « J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. » Élodie leva les yeux de la pile de copies qu'elle corrigeait. « Entre, Sophie. »« Comment puis-je t'aider ?» L'étudiante brillante qu'il avait un jour remerciée pour l'avoir inspirée dans sa carrière juridique se tenait désormais avec une confiance nouvelle. « Je monte une clinique juridique pour des cas de justice environnementale. Nous sommes plusieurs, en fait. Nous espérions que vous accepteriez d'être notre conseillère pédagogique. » Élodie sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. C'est pour cela qu'elle avait choisi le monde universitaire, non pour le prestige ou le statut social, mais pour des moments comme ceux-ci, où le savoir et la passion pouvaient créer un véritable changement. « Je serais honorée, » répondit-elle, puis elle remarqua que Sophie semblait avoir autre chose à dire. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Sophie hésita, puis sortit sa tablette. « Nous avons suivi certaines des pistes que vous avez identifiées dans vos recherches. Il y a d'autres entreprises, professeur Martin, d'autres violations cachées derrière des écrans de fumée corporatifs. » Alors que Sophie exposait ses découvertes, Élodie ressentit une étincelle d'excitation familière. C'était cela, le vrai pouvoir. Non pas une construction artificielle de hiérarchie sociale, mais la capacité de révéler la vérité et de lutter pour la justice. Plus tard, dans la soirée, Élodie dîna avec Jacques dans son restaurant, italien préféré, un endroit chaleureux où le propriétaire connaissait tout le monde par son nom. Le contraste entre cette atmosphère authentique et la froide perfection de son ancien cercle social ne pouvait être plus frappant. « La clinique juridique étudiante est une idée brillante, » dit Jacques, partageant son tiramisu avec elle. « C'est exactement ce dont le département a besoin, une expérience pratique alliée à une rigueur académique. » Les recherches de Sophie sont impressionnantes, approuva Élodie. Elle a trouvé des liens que nous n'avions jamais soupçonnés. Elle marqua une pause, prenant une gorgée de vin. « Jacques, j'ai repensé à ce que le docteur Laurent a dit. » Il la regarda avec curiosité. La spécialiste en fertilité était devenue une présence régulière dans la vie d'Élodie, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'amie qui comprenait les émotions complexes entourant son parcours. « Je songe à avoir un enfant, » dit Élodie doucement, « à mes propres termes, cette fois. » Jacques tendit la main à travers la table, prenant la sienne. « Élodie, c'est merveilleux. Tu serais une mère incroyable. »« C'est un grand pas, » admit-elle. « Mais après tout ce qui s'est passé, je réalise que je n'ai pas besoin d'attendre la situation parfaite ou le partenaire idéal. Je peux choisir cela pour moi-même. » Leur conversation fut interrompue par le téléphone d'Élodie qui vibra avec une alerte d'actualité. Le titre lui coupa le souffle. Richard Dubois se retire de la fusion Richardson au milieu d'un scandale. Charlotte Delaroche impliquée dans une enquête fédérale. Jacques vit son expression changer. « Tout va bien ?» Élodie se surprit à rire. « Tu sais quoi? Oui, vraiment. Pour la première fois depuis des années, je suis exactement là où je veux être. » Le lendemain matin, Élodie avait un rendez-vous avec le docteur Laurent. Le cabinet du médecin, avec ses couleurs chaleureuses et son mobilier confortable, était devenu un lieu de possibilités plutôt que de jugement. « Vos résultats de test continuent d'être excellents, » dit le docteur Laurent en parcourant le dossier d'Élodie. « Si vous êtes prête à avancer avec le traitement de fertilité,
Nous pouvons commencer dès que vous vous sentirez à l'aise. Élodie regarda par la fenêtre la skyline de Paris. Quelque part là-bas, Richard voyait son monde parfait s'effondrer. Charlotte faisait face aux conséquences des actions de sa famille. L'empire de la société de la Roche s'écroulait. Mais, ici, dans ce bureau calme, Élodie construisait quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. « Je suis prête », dit-elle au docteur Laurent. « Mais d'abord, il y a autre chose que je dois faire. » Cet après-midi-là, Élodie rencontra le doyen Moreau. Sa proposition était ambitieuse, un nouveau centre pour la responsabilité des entreprises et la justice environnementale, combinant la recherche académique avec une assistance juridique pratique pour les communautés touchées par les méfaits des entreprises. L'affaire de la Roche nous a montré comment les violations environnementales masquent souvent des méfaits plus profonds des entreprises, expliqua-t-elle. Nous avons l'opportunité de créer quelque chose de révolutionnaire ici. Le doyen écouta attentivement, jetant occasionnellement un regard à la pile de journaux sur son bureau, tous relatant des histoires sur le scandale de la Roche et ses conséquences. « Vous avez attiré beaucoup d'attention sur l'université, » dit-il, finalement. Pas toujours confortable. Il fit une pause puis sourit, mais tout cela était nécessaire. Le Conseil a déjà exprimé son intérêt à étendre notre programme de droit environnemental. Votre centre pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. En quittant le bureau du doyen, Élodie croisa Marguerite dans le couloir. La sœur de Richard semblait fatiguée mais soulagée. « Je viens de témoigner devant le grand jury », dit Marguerite sans préambule. « Surtout, les comptes offshore, les dissimulations, tout, c'était libérateur, comme enfin être propre. » Élodie serra son ancienne belle-sœur dans ses bras. « Tu as fait ce qu'il fallait. »« Toi aussi, » répondit Marguerite. « Tu sais, Richard disait toujours que tu n'étais pas assez forte pour son monde. Qu'il avait tort. Tu étais trop forte pour leurs illusions. » En rentrant chez elle ce soir-là, Élodie ressentit un profond sentiment de paix. Son téléphone était rempli de messages des étudiants enthousiastes à propos de la clinique juridique, du cabinet du docteur Laurent confirmant son prochain rendez-vous, de Jacques lui demandant des plans pour le dîner. Ce n'était pas la vie qu'elle avait un jour imaginé vouloir. C'était mieux, c'était réel, et c'était entièrement la sienne. Le printemps laissa place à l'été, et le monde d'Élodie s'élargit de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les traitements de fertilité avaient réussi du premier coup, un fait que le docteur Laurent attribua à son excellente santé et à un timing parfait. Maintenant, assise dans son tout nouveau centre Dubois-Martin pour la responsabilité des entreprises et la justice environnementale, Élodie posa une main sur son ventre encore plat et sourit à l'avenir qui grandissait en elle. « Le premier groupe de stagiaires étudiants commence la semaine prochaine », dit Jacques en entrant dans son bureau avec une pile de candidatures. Sophie Chen les a déjà organisés en équipe de recherche. Élodie hocha la tête, parcourant les dossiers. Le centre avait attiré l'attention d'étudiants en droit de tout le pays, tous impatients de faire partie de quelque chose de révolutionnaire. Ce qui avait commencé comme une prise de position personnelle contre la corruption des entreprises s'était transformé en un véritable mouvement. « Tu as vu ça ?» Jacques lui tendit le dernier numéro de la revue de droit de la Sorbonne. Son article sur la responsabilité des entreprises et la justice environnementale faisait la une, accompagné d'un éditorial louant son courage pour avoir tenu tête à l'une des familles les plus puissantes de Paris. « Professeur Martin », une voix familière les interrompit. Charlotte de la Roche se tenait sur le pas de la porte, très différente de la mondaine sophistiquée qu'elle avait été autrefois. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par un tailleur, simple, son maquillage parfait réduit à quelque chose de plus naturel. Élodie lui fit signe d'entrer. « Charlotte, c'est une surprise. »« J'ai suivi votre travail, » dit Charlotte en s'asseyant avec précaution. « Le centre, la clinique étudiante, tout ce que vous construisez ici, c'est impressionnant. »« Merci, » répondit Élodie avec neutralité. « Mais j'ai du mal à croire que vous soyez venu uniquement pour complimenter mon travail. » Charlotte sourit légèrement. Un vrai sourire, pas la version polissée de la société. « Non, en effet, je suis venu parce que je veux aider. Les méfaits de la société de la Roche vont bien plus loin que ce que quiconque ne sait. J'ai des documents, des archives, des preuves qui pourraient aider vos étudiants à repérer des schémas similaires dans d'autres entreprises. » Jacques se pencha en avant. « Pourquoi maintenant ?»« Parce qu'Élodie avait raison, dit simplement Charlotte. Surtout,
sur l'importance de la vérité, sur la corruption des apparences, sur... Elle marqua une pause, jetant un regard à la main d'Élodie posée sur son ventre. Sur ce qui compte vraiment dans la vie. La conversation qui suivit fut longue et productive. Les connaissances internes de Charlotte, combinées à l'expertise académique d'Élodie et à l'expérience de Jacques en droit environnemental, ouvrirent de nouvelles pistes d'investigation et de réforme. Plus tard dans la soirée, Élodie s'installa à son endroit préféré, près de la baie vitrée de son appartement, regardant le coucher de soleil peindre le ciel parisien de nuances roses et dorées. Son téléphone vibra avec un message de Marguerite. « Je viens d'apprendre pour le bébé. La tête de Richard, quand je lui ai annoncé, était impayable. Le karma existe. » Élodie sourit, se rappelant les mots cruels de Richard sur sa fertilité, ses tentatives pour la faire se sentir inadéquate. Maintenant, il faisait face à des enquêtes fédérales, tandis qu'elle créait non seulement une nouvelle vie, mais aussi un nouvel héritage de justice et de vérité. La sonnette retentit, et Élodie ouvrit la porte pour trouver Jacques, tenant un plat à emporter de leur restaurant italien préféré. « Je me suis dit que tu aurais peut-être faim, » dit-il, ses yeux chaleureux, empreints de compréhension et de quelque chose de plus. Pendant le dîner, ils discutèrent des projets du centre, de l'alliance inattendue de Charlotte et du mouvement grandissant pour la responsabilité des entreprises. Mais il y avait aussi autre chose dans l'air, un sentiment de possibilité qui n'avait rien à voir avec le travail. « Élodie, dit enfin Jacques, posant sa fourchette, je sais que ce n'est peut-être pas le bon moment avec tout ce qui se passe dans ta vie. »« Jacques, l'interrompit-elle doucement, c'est exactement le bon moment. Tout dans ma vie est exactement là où il devrait être. » Il tendit la main à travers la table, prenant la sienne. « Je t'ai vu te transformer passant de quelqu'un qui essayait de s'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre à une femme qui crée le sien. Tu es incroyable. » Élodie sentit des larmes lui piquer les yeux. Non pas des larmes de tristesse ou de regret, mais de joie. C'était cela l'amour véritable. Non pas une union sociale soigneusement orchestrée, mais une connexion bâtie sur le respect mutuel, des valeurs partagées et une compréhension authentique. « Le bébé, commença-t-elle. Mais Jacques serra sa main. « Fais partie de qui tu es, acheva-t-il. Et j'aime qui tu es, tout en toi. » Dehors, la nuit parisienne scintillait de possibilités. Dans son bureau au centre, des dossiers attendèrent d'être examinés, des preuves de malversation d'entreprises prêtes à être révélées. Dans son ventre, une nouvelle vie grandissait chaque jour un peu plus. Et ici, dans cet instant, Élodie sentait les pièces de sa vie s'assembler comme jamais auparavant. Elle pensa à la femme qu'elle était il y a seulement un an, essayant si désespérément de s'intégrer dans le monde de Richard, de répondre à des standards de perfection impossibles. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer cet avenir, enceinte à ses propres conditions, à la tête d'un centre juridique révolutionnaire, trouvant l'amour avec quelqu'un qui valorisait sa force plutôt que de chercher à la diminuer. « Tu sais, dit-elle à Jacques, Richard m'a un jour dit que je n'étais pas assez forte pour son monde. Il n'a jamais compris que je construisais le mien. » Les vents d'automne balayaient Paris, apportant le changement à chaque rafale. Le ventre d'Élodie était désormais visible sous ses tenues professionnelles, attirant des sourires chaleureux de la part des étudiants et de ses collègues. Le Centre Dubois-Martin pour la responsabilité des entreprises et la justice environnementale était devenu un carrefour d'activités intenses, avec des équipes de recherche travaillant jour et nuit pour révéler les malversations des entreprises à travers le pays. « Professeur Martin ?» Sophie Chen apparut à la porte de son bureau, l'excitation palpable dans sa voix. « Vous devez voir ça. Nous avons trouvé quelque chose d'énorme. » Élodie leva les yeux du dossier qu'elle était en train de relire. À 6 mois de grossesse, elle avait pris l'habitude de poser inconsciemment sa main sur son ventre, arrondi en travaillant. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophie étala plusieurs documents sur le bureau d'Élodie. « Vous vous souvenez des schémas que nous avons repérés dans les violations environnementales de la Société de la Roche ? Nous avons retrouvé des schémas similaires dans 5 autres grandes entreprises. Ce n'est pas juste des cas isolés, c'est tout un réseau de fraude corporative. » Jacques les rejoignit, apportant un café pour Sophie et une infusion pour Élodie. Les équipes d'étudiants ont croisé les données environnementales avec les registres financiers. L'ampleur de tout cela est sans précédent. Élodie examina les documents, son esprit académique analysant rapidement les implications.
Cela dépasse tout ce que nous avions initialement soupçonné. Il ne s'agit pas seulement de dissimuler des violations environnementales, c'est une fraude corporative systématique à grande échelle. Et devinez qui est au cœur de tout ça? La voix de Sophie vibrait de triomphe. Le cabinet d'avocats qui devait fusionner avec celui de Richard, il coordonne ce réseau depuis des années. L'ironie n'échappa pas à Élodie. La quête désespérée de pouvoir social de Richard l'avait presque entraîné dans quelque chose de bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Elle pensa aux documents de Charlotte qui les avaient aidés à comprendre les schémas plus larges de la corruption. Plus tard dans l'après-midi, Élodie avait un rendez-vous de contrôle avec le docteur Laurent. Le visage de la médecin s'illumina lorsqu'elle vit les dernières images de l'échographie. « Tout semble parfait », annonça le docteur Laurent. « Souhaitez-vous connaître le sexe ?» Élodie sourit, repensant à tout le chemin parcouru depuis l'époque où Richard la faisait douter de sa fertilité. « Oui, je veux bien. Vous attendez des jumelles », révéla le docteur Laurent avec un sourire chaleureux. Les deux se développent magnifiquement. Des jumeaux. Élodie sentit des larmes de joie lui monter aux yeux. L'univers, semblait-il, avait un sens de l'humour et de la justice. Elle repensa aux mots cruels de Richard sur son incapacité à lui donner des enfants, maintenant doublement démentis. Ce soir-là, pendant le dîner dans leur restaurant italien préféré, Élodie partagea la nouvelle avec Jacques. Son visage s'illumina d'une joie pure. « Des jumelles », répéta-t-il tendant la main à travers la table pour prendre la sienne. « Élodie, c'est incroyable. Elles seront brillantes et belles, tout comme leur mère. » Je réfléchissais, dit Élodie avec précaution, à des prénoms. J'aimerais honorer les femmes qui m'ont aidé dans ce parcours. Marguerite pour la sœur de Richard qui m'a dit la vérité. Patricia pour l'avocate qui m'a aidé à tenir bon. Marguerite et Patricia Martin, essaya Jacques. C'est parfait. Élodie serra sa main. En fait, j'espérais qu'elle pourrait s'appeler Marguerite et Patricia Dupont-Martin. Les yeux de Jacques s'écarquillèrent. Ils sortaient ensemble depuis des mois maintenant, leur relation se renforçant au fur et à mesure que la grossesse d'Élodie avançait. Il avait été présent à chaque rendez-vous médical, à chaque étape, ne poussant jamais mais toujours soutenant. Élodie, commença-t-il, la voix chargée d'émotion, mais il fut interrompu par le bourdonnement de son téléphone, signalant un message urgent. C'était de Charlotte. « Allume les infos, tout de suite. » Ils réglèrent rapidement l'addition et se précipitèrent à l'appartement d'Élodie, où ils trouvèrent toutes les grandes chaînes d'information couvrant la même histoire. Un vaste réseau de fraudes d'entreprises dévoilé, le lien avec de Laroche révélé alors. Que des preuves clés émergent. L'affaire éclatait plus vite que prévu. L'équipe de recherche de Sophie avait découvert les dernières preuves nécessaires pour exposer l'ensemble du réseau. La société de Laroche n'était qu'une partie d'un immense réseau de fraude d'entreprise, de violations environnementales et de malversations financières. Le téléphone d'Élodie ne cessait de vibrer. Des journalistes demandant des commentaires, des collègues offrant leurs félicitations et enfin, un message de Marguerite. Richard vient d'être arrêté par le FBI. Il chante comme un canari, essayant de se sauver. Il s'avère qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître sur le réseau de fraude. Alors que la couverture médiatique se poursuivait, Élodie s'assit à sa place préférée près de la fenêtre, le bras de Jacques autour de ses épaules. Elle sentit ses filles donner des coups, des mouvements forts et sains qui semblaient souligner chaque victoire. « Tu sais, » dit Jacques doucement, « quand ces filles seront assez grandes pour comprendre, elles seront si fières de ce que leur mère a accompli. » Élodie sourit, pensant au chemin qui les attendait. Elles grandiront en sachant que la vraie force ne consiste pas à s'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre, mais à avoir le courage de défendre ce qui est juste. Dehors, le vent d'automne continuait de souffler, emportant les derniers vestiges de son ancienne vie et apportant la promesse de quelque chose de bien plus précieux, un avenir bâti sur la vérité, la justice et l'amour. L'hiver s'installa sur Paris, recouvrant la ville d'un manteau blanc. Élodie regardait la neige tomber depuis la fenêtre de son bureau au centre, où les derniers titres des journaux continuaient de faire des vagues dans le monde des affaires. La révélation du réseau de fraude avait conduit à des dizaines d'arrestations, à l'effondrement de plusieurs entreprises et à une refonte complète du paysage social et financier de Paris. Élodie, la voix de Charlotte résonna depuis l'entrée.
Elle était devenue une présence régulière au centre, ses connaissances internes s'avérant inestimables pour leurs enquêtes. Les procureurs fédéraux veulent nous rencontrer à Babbitt's House. Nouveau. Ils montent un dossier solide. Élodie hocha la tête, rassemblant ses dossiers. À 8 mois de grossesse, ses mouvements étaient plus lents mais tout aussi déterminés. Les jumelles étaient actives, comme si elles aussi étaient impatientes de contribuer à faire éclater la vérité. « Comment Richard gère-t-il les enquêtes ?» demanda Élodie en se dirigeant vers la salle de conférence. L'expression de Charlotte mêlait pitié et dégoût. « Pas bien. Il essaie de négocier un accord, prétendant qu'il a été manipulé par ma famille. Les preuves suggèrent le contraire. La réunion avec les procureurs dura des heures. L'expertise académique d'Élodie, combinée aux connaissances internes de Charlotte et aux recherches du centre, contribuait à construire un dossier sans précédent contre la corruption des entreprises. Après la réunion, Élodie retourna à son bureau pour trouver Jacques, qui l'attendait avec du thé et une expression inquiète. « Tu devrais te reposer davantage, » dit-il en l'aidant à s'asseoir. « Les médecins ont dit que ma grossesse se déroule parfaitement bien, » interrompit Élodie avec un sourire. « Ces filles sont des combattantes, tout comme leur mère. » Jacques s'agenouilla à côté de sa chaise, posant une main sur son ventre. « En parlant de combat, j'ai quelque chose à te montrer. » Il sortit sa tablette et ouvrit une vidéo des audiences de ce matin. Richard était à la barre, son apparence autrefois impeccable maintenant défaite et stressée. « Monsieur Dubois, » disait le procureur, « pouvez-vous expliquer votre rôle dans la dissimulation des violations environnementales de la Société de la Roche ?» La réponse de Richard était un chef-d'œuvre de justification personnelle. « Je protégeais notre position sociale, le nom de notre famille. » Élodie, « Professeur Martin, elle allait tout ruiner avec ses recherches, je devais l'arrêter. Alors, vous avez tenté de la discréditer professionnellement et personnellement. J'avais besoin de quelqu'un à blâmer. » La sérénité de Richard se fissura enfin. Les problèmes de fertilité étaient les miens, pas les siens. Les violations environnementales n'étaient que le début. Je savais pour la fraude, pour tout. Je pensais que si je pouvais juste maintenir notre position dans la société et garder les apparences. Élodie regarda son ex-mari s'effondrer sur le banc des témoins, ressentant non pas un sentiment de triomphe, mais une profonde tristesse pour l'homme qui avait sacrifié la vérité pour les apparences, l'amour pour le statut social. « Il risque de faire une peine importante, » dit Jacques doucement, éteignant la vidéo. Les procureurs utilisent son témoignage pour faire tomber des acteurs plus importants du réseau. Élodie se renversa dans son fauteuil, sentant ses filles bouger. Vous savez ce qui est ironique? Il était tellement préoccupé par les apparences, par sa position sociale, par avoir la femme parfaite et les enfants parfaits. Maintenant, il a tout perdu alors que moi. Alors que vous avez tout gagné en restant fidèle à vous-même, termina Jacques, sortant une petite boîte en velours. C'est pourquoi j'espérais. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Élodie ressentit une douleur aiguë et haleta. Jacques, je crois que les filles ont d'autres plans pour ce moment. Les heures suivantes furent un flou d'activité. Dr Laurent les rejoignit à l'hôpital. Sa présence calme, rassurante, alors que le travail d'Élodie progressait. Marguerite arriva, puis Charlotte, puis Sophie et d'autres membres de l'équipe du centre. Le bureau d'Élodie était devenu une sorte de famille, unie par leur engagement envers la vérité et la justice. 26 heures plus tard, Marguerite et Patricia Dubois-Martin firent leur entrée dans le monde, fortes, en bonne santé et parfaites. Alors qu'Élodie tenait ses filles, avec Jacques à ses côtés et leur famille choisie autour d'eux, elle ressentit un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu durant ces années à essayer de s'intégrer dans le monde de Richard. « Elles sont magnifiques », murmura Marguerite, les larmes aux yeux en tenant sa filleule. « Élodie, vous avez créé quelque chose d'incroyable ici, et je ne parle pas seulement des bébés. » Charlotte, tenant la petite Patricia, hocha la tête, en signe d'accord. « Vous nous avez montré à tous à quoi ressemble la vraie force. Ces filles grandiront en sachant que la vérité compte plus que les apparences, que la justice est plus importante que le statut social. » Plus tard dans la soirée, alors que la neige continuait de tomber à l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital, Élodie regarda Jacques tenant les deux filles, son visage rempli d'amour et d'émerveillement. Son téléphone vibra avec une alerte d'actualité. Richard avait accepté un accord de plaidoyer, acceptant de témoigner contre tout le réseau corporatif
en échange d'une peine réduite. « Votre papa n'est pas très bon pour le timing », dit-elle en souriant à ses filles endormies. « Il était sur le point de faire sa demande quand vous avez décidé de faire votre apparition. »« Je le suis toujours », dit Jacques doucement, levant les yeux des bébés. « Si vous voulez de nous, tous en tant que famille. » Élodie sentit des larmes de joie couler sur ses joues. « Oui, » murmura-t-elle. « 1000 fois oui. » Dehors, Paris se transformait sous son manteau de neige. Les anciennes structures de pouvoir s'effondraient, laissant place à quelque chose de nouveau, de vrai. Et dans cette chambre d'hôpital, Élodie avait tout ce qu'elle n'avait jamais su qu'elle désirait. Un amour sans condition, une force sans prétention et une famille bâtie sur la vérité plutôt que sur les apparences. L'auditorium de la faculté de droit de la Sorbonne vibrait d'excitation. 10 ans avaient transformé non seulement l'institution, mais aussi tout le paysage du droit des affaires en France. Au cœur de tout cela se trouvait le Centre Dubois-Martin pour la responsabilité des entreprises et la justice environnementale, désormais l'institution leader du pays en matière de réforme des entreprises et de protection de l'environnement. Élodie Dubois-Martin se tenait à la tribune, sa présence à la fois imposante et chaleureuse, alors qu'elle s'adressait à l'audience comble. À 45 ans, elle avait pleinement assumé son pouvoir, sa beauté naturelle rehaussée par la confiance acquise après une décennie de travail révolutionnaire et d'épanouissement personnel. « Il y a 10 ans, commença-t-elle, nous avons entamé une conversation sur la vérité, la justice et la véritable signification du succès. Aujourd'hui, alors que nous célébrons l'anniversaire du Centre, nous pouvons voir comment cette conversation a transformé notre paysage entrepreneurial. » Au premier rang, ses filles jumelles de 10 ans écoutaient attentivement. Marguerite, surnommée Margot, montrait déjà des signes de la passion de sa mère pour la justice, tandis que Patricia ou Triche avait hérité de la détermination tranquille de son père. Jacques s'était assis entre elles, rayonnant de fierté pour sa femme et ses filles. Notre travail a conduit à la condamnation de plus de 300 dirigeants d'entreprises, à la réforme des lois sur la protection de l'environnement, dans 27 régions, et à l'établissement de nouvelles normes en matière de responsabilité des entreprises, poursuivit Élodie. Mais peut-être plus importante encore, nous avons créé une nouvelle génération d'avocats qui comprennent que le véritable succès vient du fait de défendre ce qui est juste. Sophie Chen, désormais associée dans son propre cabinet de droit environnemental, souriait depuis son siège sur Seine. Elle avait été l'une des premières réussites du centre et siégeait maintenant à son conseil d'administration. Alors qu'Élodie concluait son discours, elle remarqua une silhouette familière se faufiler à l'arrière de l'auditorium. Charlotte Delaroche, devenue l'une des alliées les plus solides du centre, hocha la tête en signe de reconnaissance. Son témoignage des années auparavant avait été crucial pour démanteler le réseau de fraude d'entreprises, et elle s'était depuis consacrée à la réforme des entreprises. Après la cérémonie, lors de la réception dans la bibliothèque, historique de la faculté de droit, Élodie trouva un moment de calme près de la fenêtre où elle avait autrefois enseigné ses cours. Jacques la rejoignit en lassant sa taille. « À quoi penses-tu, professeur Dubois-Martin » Élodie sourit, se blottissant contre lui. « Je pensais simplement à la façon dont la vie fait un cercle complet. Il y a 10 ans, je me tenais à cet endroit même, me sentant inadéquate et déplacée. Maintenant, tu changes le monde, » termina Jacques, embrassant sa tempe. « Et tu es absolument magnifique en le faisant. » Leur moment fut interrompu par des voix excitées, alors que Margot et Triche accouraient, suivies de leur tante Marguerite. Les filles avaient hérité de l'intelligence de leur mère et de la gentillesse de leur père, devenant des jeunes. Femmes remarquables qui rendaient leurs parents fiers chaque jour. « Maman !» s'exclama Margot, les yeux brillants. « Sophie dit que nous pourrons faire un stage au centre quand nous serons au lycée. On peut, s'il te plaît ?» Première. « Chose d'abord, » Élodie rit. « Passons d'abord par l'école primaire. »« Tu as vu les nouvelles, Élodie ?» demanda Marguerite, lui montrant son téléphone. « Richard sera libéré la semaine prochaine. Les journaux parlent de la fin d'une époque. » Élodie hocha la tête, sans amertume, seulement un sentiment de sérénité et de clôture. Le témoignage de Richard avait contribué à démanteler le réseau de fraude d'entreprises, menant à des réformes significatives dans la gouvernance d'entreprise. Son séjour en prison fédérale avait mis à nu la façade de perfection sociale qu'il avait autrefois tant chérie. « Il a demandé à te rencontrer », ajouta Marguerite avec précaution. « Il dit qu'il veut s'excuser. »
Élodie regarda sa famille, ses filles brillantes, son mari aimant, sa sœur de cœur en Marguerite, son allié en Charlotte, sa protégée en Sophie. Elle pensa au chemin qu'il avait mené ici, à la force qu'elle avait trouvée en restant fidèle à elle-même. « Tu sais quoi ?» dit-elle finalement. « Je pense que je suis prête pour cette rencontre. Pas parce que j'ai besoin de ses excuses, mais parce que je veux qu'il voie à quoi ressemble la vraie réussite. » Plus tard dans la soirée, alors qu'ils célébraient à la maison avec leurs amis et leurs familles les plus proches, Élodie regarda ses filles montrer à Charlotte leur dernier projet scientifique, une étude sur l'impact des entreprises sur les écosystèmes locaux. Les filles avaient hérité de la passion de leurs parents pour la justice, mais elles traçaient leur propre chemin, libérées des contraintes des attentes sociales. « Elles sont incroyables », dit Charlotte, rejoignant Élodie près de la cheminée. Rien à voir avec les enfants de la haute société que Richard imaginait autrefois. Non, acquiesça Élodie en souriant. Elles sont meilleures, elles sont vraies. Alors que la nuit avançait, Élodie se retrouva entourée par la famille qu'elle avait construite, non pas à travers des relations sociales ou des apparences, mais grâce à des valeurs partagées et un amour authentique. Marguerite et Charlotte, autrefois représentantes du monde qu'il avait rejeté, étaient désormais parmi ses plus proches alliés. Sophie, qui n'avait été qu'une étudiante, était maintenant une partenaire dans leur mission pour la responsabilité des entreprises. En regardant ses proches, Élodie se souvint des mots de Richard il y a si longtemps. « Tu n'es pas assez forte pour ce monde. » Il avait eu raison d'une certaine manière. Elle n'était pas assez forte pour son monde de faux-semblants et d'ascension sociale. À la place, elle avait construit son propre monde, fondé sur la vérité, la justice et des connexions authentiques. Le jardin public de Paris n'avait pas beaucoup changé en 10 ans, bien que la ville autour de lui s'était transformée de manière spectaculaire. Élodie s'assit sur le même banc où elle avait autrefois confronté Charlotte, regardant les bateaux-cygnes glisser sur l'étang. Cette fois, elle n'attendait personne. Elle avait choisi cet endroit pour réfléchir, avant sa rencontre prévue, avec Richard. Le soleil matinal projetait une lueur dorée sur le parc, lui rappelant un autre matin il y a longtemps quand Richard l'avait qualifié de pas assez bien pour son monde. Maintenant, assise dans son costume sur mesure, sa beauté naturelle rehaussée par la confiance plutôt que diminuée par l'insécurité, elle pouvait apprécier l'ironie de tout cela. « Professeur Dubois-Martin » Élodie se retourna pour voir une jeune femme tenant un enregistreur. « Je suis désolée de vous déranger, mais je suis du Monde. Nous faisons un reportage sur le 10e anniversaire de la révélation de la fraude d'entreprise qui a changé le paysage des affaires à Paris. Cela vous dérangerait de répondre à quelques questions ?» Avant qu'Élodie ne puisse répondre, elle entendit des voix familières s'approcher. Margot et Patricia couraient à travers l'herbe, leurs uniformes scolaires légèrement défaits par le jeu, tandis que Jacques suivait à un rythme plus posé. « Maman !» appela Patricia. « Tu as entendu ? Mon projet de sciences environnementales a remporté le premier prix. Et mon essai sur la responsabilité des entreprises a été sélectionné pour le concours national, » ajouta Margot, les deux filles débordant d'excitation. La jeune journaliste observa cette scène familiale avec un intérêt évident. « Ce sont vos filles, celles qui sont nées juste après l'affaire de La Roche ?» Élodie hocha la tête, faisant de la place sur le banc pour sa famille. « Oui, voici Marguerite et Patricia. Les filles, dites bonjour à la gentille journaliste qui écrit sur le travail de maman. » Alors que les filles saluaient poliment la journaliste, Élodie aperçut une silhouette familière s'approcher. Richard, récemment libéré de prison fédérale, paraissant plus âgé et humble. Il s'arrêta net en voyant la scène familiale devant lui. « Élodie, » dit-il doucement, sa voix dépourvue de son ancienne élégance aristocratique. « Je ne m'attendais pas à... Je veux dire, je peux revenir une autre fois. »« Non, » répondit Élodie calmement. « Reste, je pense qu'il est approprié que nous soyons tous ici pour ce moment. » Elle se tourna vers la journaliste. « Voulez-vous entendre la vraie histoire ? Pas seulement sur la fraude d'entreprise et la justice environnementale, mais sur la beauté véritable d'être soi-même. » La journaliste acquiesça avec enthousiasme, installant son enregistreur, tandis que Richard s'asseyait lentement sur un banc voisin. Jacques serra la main d'Élodie en signe de soutien alors qu'elle commençait à parler. « Il y a 10 ans, un homme m'a dit que je n'étais pas assez belle pour faire partie de son monde, » commença Élodie, sa voix claire et forte. « Il a dit que je devais tout changer en moi, mon apparence, mes passions, mes convictions, pour correspondre à sa définition de la perfection. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que la vraie beauté
vient du fait d'être fidèle à soi-même et de défendre ce qui est juste. Richard se tortilla sur son banc, tandis qu'Élodie poursuivait « La fraude d'entreprise que nous avons révélée ne concernait pas seulement l'argent ou les violations environnementales. Il s'agissait de la corruption qui découle du fait de valoriser les apparences plutôt que la vérité, le statut social plutôt que la justice. Les mêmes valeurs qui ont poussé un homme à rejeter sa femme parce qu'elle ne correspondait pas à son image de la perfection ont conduit des dirigeants d'entreprise à cacher leurs crimes derrière des apparences respectables. Les Fields écoutaient attentivement, entendant pour la première fois l'histoire complète du parcours de leur mère. Le stylo de la journaliste volait sur son carnet tandis qu'Élodie décrivait la transformation de la culture d'entreprise à Paris, la création du centre et la nouvelle génération d'avocats et d'activistes œuvrant pour un véritable changement. La plus grande beauté, conclut Élodie en regardant ses filles, vient du courage d'être soi-même et de défendre ce en quoi on croit. Le succès ne consiste pas à s'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Il s'agit de créer un monde meilleur pour tous. Richard se leva brusquement, les larmes aux yeux. « J'avais tort, dit-il simplement. À propos de tout, tu as toujours été belle, Élodie. J'étais trop aveugle pour le voir. » Élodie regarda son ex-mari, cet homme qui avait autrefois semblé si puissant et parfait, maintenant humilié par la vérité. « Merci, Richard. Pas pour le compliment, mais pour m'avoir libéré et m'avoir permis de trouver ma véritable force. » Alors que Richard s'éloignait, disparaissant dans le matin parisien, Élodie serra ses filles contre elle. La journaliste avait une dernière question. « Professeur Dubois-Martin, que diriez-vous à d'autres femmes qui se sentent obligées de se changer pour correspondre aux standards de quelqu'un d'autre ?» Élodie sourit, regardant sa famille, saisie, filles brillantes qui n'avaient jamais ressenti le besoin de s'excuser pour leur passion pour la justice, son mari qui l'aimait pour sa force et non malgré elle, et le reflet dans l'étang d'une femme qui avait trouvé sa véritable beauté en défendant ce en quoi elle croyait. Je leur dirais que la vraie beauté ne consiste pas à s'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre, répondit-elle. Il s'agit d'avoir le courage d'être soi-même et de se battre pour ce qui est juste. Parfois, le plus beau cadeau que quelqu'un puisse vous faire, c'est de vous dire que vous n'êtes pas assez pour son monde, car cela vous libère pour créer quelque chose de meilleur. Le soleil continuait de se lever sur Paris, illuminant. Une ville transformée non seulement par des réformes d'entreprise, mais aussi par la puissance d'une beauté authentique et d'une vérité inébranlable. Élodie Dubois-Martin, autrefois jugée pas assez bien pour le monde de la perfection sociale, avait créé un héritage de justice qui inspirerait les générations à venir. Et en fin de compte, c'était la plus belle victoire de toutes.